Le Nouvel Empire est la période la plus prospère de toute l'histoire égyptienne après l'âge d'or connu dans l'Ancien Empire. C'est une période de raffinement et d'évolution qui s'étale sur un peu plus de 5 siècles. L'initiateur en est Ahmosis Ier, premier roi de cette époque. Chasseur des Hyksos, il va mettre en place les fondations du Nouvel Empire en compagnie de sa mère Iahotep et de son épouse Ahmès Néfertari. Le Nouvel Empire couvre une période allant d'environ -1500 à -1000, et est formé de 3 dynasties, les 18e, 19e et 20e dynasties. Cette époque compte de nombreux personnages illustres, Ahmosis Ier, Amenhotep, Thoutmôsis, Hatshepsut, Akhénaton, Toutankhamon, Horemheb, Ramsès, Séti, Taouser, Setnart. C'est la période la plus connue de l'histoire égyptienne, expansion territoriale, et surtout beaucoup de personnalités connues. C'est de cette époque que nous viennent les plus beaux témoignages architecturaux dont les demeures des millions d'années, mais aussi des temples édifiés pour rendre un culte aux rois défunts en adorant leur cas. C'est une période très ouverte vers le monde extérieur, comme la Crète, les Hittites, ennemis un certain temps, etc. Cette période commence par la fin du règne Hyksos qui occupait la Basse-Égypte. Vers -1570, le roi Hyksos ne contrôle plus que le nord de l'Égypte depuis Avaris, sa capitale. Ce sont les révoltes des princes thébains qui mettent fin à l'occupation des Hyksos en Égypte. D'abord sous Kamosé qui les repousse vers le nord, leur prenant les territoires de Moyenne-Égypte. Le roi Hyksos essaie en vain de s'allier avec des souverains nubiens de Kerma, mais son messager est fait prisonnier sur la route des oasis. Ahmosis, futur roi thébain, prend la ville de Memphis lors d'une seconde attaque et place ses troupes devant la ville d'Avaris qu'elles prennent. Après 3 ans de siège, la dernière place forte des Hyksos, Charouen, dans le désert du Negev, est prise par les Égyptiens. C'en est fini des Hyksos, les territoires anciennement égyptiens sont remis sous contrôle. C'est par l'expulsion des Hyksos hors d'Égypte et par l'unification de la Haute et Basse-Égypte par Ahmosis Ier que commence le Nouvel Empire d'après les égyptologues. Au début du Nouvel Empire, on note surtout de grandes expansions, notamment vers l'Asie mineure et la Nubie, qui amènent les frontières de l'Égypte du cœur de l'actuel Soudan, près d'Abou Hamed, au nord de la 5e cataracte, jusqu'à un pays appelé Naharina, près de l'Euphrate, au nord-est du pays. Ainsi, l'Égypte acquiert une sorte de réputation mondiale. Cependant, les territoires au-delà de la vallée du Nil ne sont pas bien contrôlés, notamment les principautés qui, bien que contrôlées par un conseiller égyptien, restent sous la domination des populations autochtones. De nombreux témoignages montrent que l'Égypte souhaite quand même dominer le monde, jusqu'à ses limites. Cela restant utopique, surtout quand on sait que l'Égypte n'a jamais su pacifier la région de la Syrie septentrionale et centrale où elle rivalisa d'abord avec les princes du royaume du Mitanni puis avec les Hittites. Ahmosis Ier, puis Amenhotep Ier, en grec, Amenophis, impose l'unification des 2 terres, indispensable à la prospérité du pays. Pour cela, ils engagent des réformes telles que l'homogénéité de l'administration, de la législation, du calendrier et du culte. Amenhotep Ier est élevé au rang de dieu à sa mort pour ses actes. À cette époque, on renforce l'importance de la famille royale au sein du culte divin. Par exemple, c'était à une princesse de la famille royale que revient le titre d'épouse du dieu Amon, à Thèbes. Cette fonction est très importante car elle est susceptible d'apporter à la famille royale une plus grande influence politique, en raison de l'oracle d'Amon. Cette époque voit aussi Amon, dieu à l'origine seulement local, élevé au rang de dieu dynastique, construction de temples dans tout le pays. À la mort de Thoutmôsis II, c'est le fils d'une épouse secondaire, Thoutmôsis III, qui monte sur le trône. En raison de son jeune âge, la régence revint à sa tante et belle-mère, Hatshepsut, fille de Thoutmôsis Ier et épouse de Thoutmôsis II. Hatshepsut s'impose sur le plan politique. Elle dresse de nombreux obélisques dans le temple de Karnak et construit un magnifique temple funéraire sur la rive ouest de Thèbes, au lieu-dit Der el-Bahari. Dans ce temple, on peut voir des scènes de théogamie, où est relatée la naissance divine du pharaon. L'histoire retiendra une Hatshepsut pacifique et un Thoutmôsis III belliqueux et parfois même un peu trop énergique. Au cours d'une chasse de 120 éléphants dans une plaine de l'Oronte, le roi avait fait une démonstration personnelle de son audace, mais un officier avait dû intervenir pour le tirer d'une situation périlleuse. Thoutmôsis III et Hatshepsut sont déjà partis sous les acquis de Thoutmôsis Ier qui avait conquis le sud de Canaan, et avait imposé l'autorité égyptienne sur la Syrie au roi du Mitanni. Durant le règne d'Hatshepsut, le prince de Kadesh profite de son pacifisme pour réunir des détracteurs au pouvoir égyptien. De plus, les conflits surtout commerciaux ne cessent de croître. À la mort de la femme pharaon, les troupes de Thoutmôsis III atteignent Gaza. Après un siège de 7 mois, la ville de Megiddo se rend,
suivi de nombreuses principautés qui reconnaissent la suprématie égyptienne. La vingtaine d'années suivantes sont occupées par des campagnes visant à asseoir l'emprise égyptienne sur la Syrie centrale. Pour intervenir rapidement contre une rébellion possible à Kadesh, 2 bases sont établies, à l'embouchure de l'Oronte, à Gaza et peut-être aussi à Damas. Dès la fin de l'occupation des Hyksos, on s'empresse de reconquérir les territoires du sud, notamment dans la région d'Éléphantine et en Basse-Nubie où les princes de quelques cités avaient conclu des accords avec le souverain de Kerma. Thoutmosis Ier, comme Ahmosis avant lui, attaque le centre du pouvoir de Kerma. La ville est assiégée et le royaume ennemi anéanti, vers -1500. Pour continuer à contrôler ces territoires, la région est mise sous contrôle d'un vice-roi égyptien nommé fils royal de Couche et dont le pouvoir s'étend jusqu'à proximité d'El-Kab, dans la région du désert oriental. Tout comme ceux des princes d'Asie du Nord, les fils des princes nubiens sont emmenés à la cour égyptienne, et élevés parmi les jeunes princes égyptiens afin de préserver leur loyauté future. Le tribut reçu du sud est administré par le temple d'Amon à Thèbes. On introduit le culte du roi et de ses ancêtres dans les régions du sud en édifiant de nouveaux temples au sud de Kerma, notamment à Saï, Soleb et Napata. On voue ainsi des cultes à Amon, Ta et Horus. Pour protéger les massifs arrivées d'or nubien, si précieuses aux yeux de l'Égypte qui en avait besoin pour consolider son prestige, des forteresses sont édifiées à la sortie du Wadi al-Aki. Avec les tribus du nord ajoutées à ceux du sud, déposés au trésor royal de Thèbes, l'influence économique de l'Égypte est devenue incontestable. Avec la fin du monopole maritime minoen en Crète, et la prise de pouvoir par Mycène, l'Égypte a l'occasion de pratiquer plus amplement des échanges commerciaux avec les autres royaumes. Les produits égyptiens, dont l'or était très apprécié des royaumes étrangers, n'ont pas de mal à se répandre dans toute l'Égée. Mais l'Égypte importe aussi beaucoup de produits finis, ainsi que de matières premières et de la main-d'œuvre. Des artisans syriens, d'Asie mineure et de Crète viennent travailler sur les chantiers navals royaux du port de Memphis. Le fer provient du Liban, près de Koumidou et les turquoises, des mines de Sarabi al-Kadim, dans le Sinaï. Cette ouverture sur le monde méditerranéen modifie profondément les modes et les goûts. L'ascendant des conseillers étrangers auprès du roi ne cesse de croître et de nombreux mots d'origine sémite sont introduits dans la langue égyptienne. Amenhotep II, fils de Thoutmosis III poursuit les campagnes en Syrie et Thoutmosis IV, son petit-fils impose sa politique avec le soutien de l'armée, car il avait reçu une formation militaire. Le souverain du Mitanni, qui craignait une nouvelle menace d'une grande puissance hittite aspire à des rapprochements avec l'Égypte, et permet à Thoutmosis IV d'installer son propre dirigeant sur le trône du pays de Noukassé, au sud d'Aleppo. Amenhotep III n'a qu'à poursuivre la politique militaire déjà bien installée en Syrie et n'a à faire que quelques campagnes en Nubie. Il se marie avec une fille d'officier influent dans la cour de la région d'Achmim. À 18 ans, il a une épouse secondaire, Jiloukepa, fille d'un souverain du Mitanni, avec en dot, d'importants territoires syro-palestiniens. D'autres mariages politiques ont ainsi lieu, notamment avec les filles des rois de Babylone, d'Assur et d'Arzawa en Anatolie. Les campagnes militaires finies, le roi peut se consacrer à son pays, et prend de grandes décisions lors de sa fête Sed. D'abord, il construit un immense ensemble palatial à Malkata, sur la rive gauche du Nil, qui disposait de son propre port. Il est alors vénéré quotidiennement à la cour comme l'incarnation du soleil. Amenhotep fils de Apu, érige pour le roi un imposant temple funéraire. Cette époque est aussi celle de la naissance du culte d'Aton, dont le nom est habituellement donné au disque solaire. D'après l'idéologie, le roi et le dieu se mêlent la nuit pour qu'au matin, le roi apparaisse sous l'incarnation d'une divine forme humaine. Aton fait de l'ombre à Amon qui est contesté par la cour, et ainsi naît une dispute entre celle-ci et les grandes familles égyptiennes. Amenhotep IV, fils d'Amenhotep III et de Tihi, épouse Néfertiti, probablement d'origine étrangère. Il a sans doute baigné depuis sa plus tendre enfance dans les discussions sur le culte dynastique du roi et de son dieu Amon. Ainsi, on peut supposer qu'il a préparé depuis longtemps le remplacement du culte d'Amon par celui du dieu solaire, ce qu'il fait effectivement, 6 ans après son couronnement. Il supprime le culte d'Amon à Karnak, mais, au lieu de supprimer le temple, il l'utilise au profit de son dieu. Sa femme, Néfertiti, et sa fille, Méritaton, exercent la fonction sacerdotale des anciennes épouses du dieu. Petit à petit, on supprime le nom d'Amon dans les lieux de cultes égyptiens, et la propriété d'Amon change de culte. C'est à partir de l'an 5 du règne d'Amenhotep IV, Akhenaton que la reine-mère ainsi que la cour au complet déménagent pour le palais de l'actuelle Amarna, en Moyenne Égypte. Akhetaton, horizon d'Aton, est le nom de cette ville, destinée à la fonction de capitale. En changeant de capitale, il change son nom pour être plus connu sous le nom d'Akhenaton, probablement par provocation aux règles religieuses précédentes,
Il centralise le culte solaire au palais royal avec le temple du palais d'Aton et un temple funéraire, et sa tombe est volontairement édifiée loin de celle des fonctionnaires de la cour dans le désert oriental. Souvent, on représente Akhénaton par des statues répondant à la modification des canons artistiques, et non forcément à la réalité physique. En architecture comme en sculpture on note de profondes modifications, notamment au niveau de la coupe des blocs de pierre, probablement des nouveaux modules utilisés pour tailler la pierre. Des expressions populaires font leur apparition dans des documents officiels, on parle alors de néo-égyptien. Des représentations du pharaon et de sa famille remplacent aussi les représentations des dieux locaux dans tout le pays. Ce radicalisme s'adoucit vers l'an 12 de son règne, car Akhénaton doit faire face de nouveau aux Hittites qui tentent d'exercer de l'influence sur Kadesh. Cette menace n'est pas prise à la légère par les Égyptiens comme le prouvent les différentes correspondances en écriture cunéiforme retrouvées à ce propos, et les différentes mises en garde données à l'Égypte par le roi de Byblos contre le souverain de Kadesh. Pour pallier ce problème, le pharaon envoie d'abord des troupes nubiennes en Palestine pour assurer la sécurité de l'administration égyptienne, mais il finit par régler la situation par un mariage diplomatique en épousant une fille du roi Kassaït de Babylone. On suppose que Kiya, une reine représentée sur les monuments de l'époque, serait une fille du roi du Mitanni. Lors de sa mort et de celle de Néfertiti, on suppose que c'est Méritaton, la fille d'Akhénaton, qui aurait pris la place de grande épouse royale. Akhénaton meurt sans successeur direct, on abroge rapidement ses réformes et Amon retrouve sa place à Karnak. Le gouvernement revient à Memphis, quittant Akhénaton, et la tombe du successeur d'Akhénaton est construite comme à l'habitude à Thèbes. Il semble, pendant cette période confuse qui suit la fin du règne d'Akhénaton et sa mort, que ce soit une reine qui monte sur le trône sous le nom d'Ankh-Képer-Uré, mais on n'est pas certain de son identité. Peut-être était-ce Méritaton, première fille et dernière grande épouse d'Akhénaton. Peut-être en l'an 2 de son règne partage-t-elle le trône avec l'hypothétique pharaon Smenkhkaré, ayant demandé après la mort de son mari au roi des Hittites un prince destiné à devenir son époux, probablement pour des raisons diplomatiques, car étant elle-même de sang royal, le mariage avec elle suffirait à légitimer comme pharaon même un prince étranger. À moins que cette demande n'émane en fait un peu plus tard de la reine Ankhésenamon, troisième fille d'Akhénaton et alors jeune veuve de son époux et demi-frère le pharaon Toutankhamon. Après de multiples vérifications pour s'assurer de l'authenticité de la demande, l'empereur hittite Suppiluliuma Ier fait envoyer un prince qui est assassiné à la frontière égyptienne, donnant aux Hittites une raison valable de marcher sur la Syrie du Nord. Toujours est-il que le règne d'Ankh-Képer-Uré, Smenkhkaré est bref, de 3 ans au maximum, et que sa position dans la chronologie est controversée. C'est en effet sous l'influence d'Aï que Ankhésenpaton, une des filles d'Akhénaton et de Néfertiti, épouse le jeune Toutankhaton. Le couple abandonne le culte d'Aton, revient à celui du dieu Amon et change leur nom en Ankhésenamon et Toutankhamon. Le règne du jeune roi est bref, mais il reste pourtant un des personnages les plus connus de l'Égypte antique. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa tombe est restée par chance inviolée. À sa mort, c'est Aï qui monte sur le trône, mais il meurt très peu de temps après.